Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast de l'application MediChat, l'appli qui met en relation les personnes ayant la même histoire de santé. Ici on reçoit du personnel de santé mais aussi des patients qui viennent partager avec vous leur vécu ou leur savoir-faire. Aujourd'hui, nous recevons Adrien. Adrien est tombé dans l'alcoolisme en étant jeune. Il nous explique comment cette maladie agit sur l'humain et combien il est facile de tomber dedans quand l'alcool est culturel en France. Des années plus tard, il s'en sort et décide d'aider ceux qui sont sur la voie de la guérison en créant une application dédiée à la guérison de l'alcoolisme. Alors aujourd'hui, on reçoit Adrien dans le nouveau podcast, je crois que c'est le podcast numéro 8 ou 9. Et donc Adrien, je vais te laisser te présenter, tu vas nous parler de ton parcours, ton histoire de vie, qui t'a amené à faire ce que tu fais aujourd'hui, donc je te laisse t'exprimer. Vas-y, on t'écoute. Merci Diane en tout cas pour l'invitation pour le podcast, ça me fait vraiment plaisir. Du coup, moi c'est Adrien, fondateur et président de l'association Trop c'est trop, dire stop à l'alcool et de l'application mobile. Alors pour la petite ou longue histoire, moi j'ai commencé à boire de l'alcool assez tôt, à 17 ans, donc dans les réunions de famille, les fêtes, etc. Donc ça se passait plutôt bien. Et puis j'ai commencé aussi à consommer quand j'ai fait mes études sur Paris, donc dans les soirées étudiantes, dans les week-ends d'intégration et tout ça. Voilà, c'est une époque où l'alcool était très festif pour moi et pour les autres. Donc j'arrivais à gérer ma consommation. Peu à peu, écoute, l'alcool s'est installé. J'ai eu une déception amoureuse qui m'a fait beaucoup de mal. Avec mon ex qui m'a quitté au bout de 3 ans et demi de relation. Donc ça a été un peu un coup de massue pour moi. Je suis quelqu'un d'hypersensible à la base et très angoissé, donc ça n'a pas arrangé les choses. Et puis petit à petit, j'ai utilisé l'alcool, donc ce produit comme un médicament, comme un antidépresseur. Et puis au fil des années, il a commencé à s'installer dans ma vie. C'est devenu un compagnon de route, mais pas dans le bon terme. Je l'utilisais plus du tout pour faire la fête, plus du tout pour le plaisir. Et c'est là que j'ai commencé à boire tous les jours, de façon constante, et puis à ressentir des sensations de manque. Alors ça a été des manques physiques et des manques aussi psychiques. Donc j'en avais besoin, mais mes journées étaient devenues en fait un peu obsessionnelles autour de l'alcool. Donc voilà, c'est là où j'ai commencé à sombrer dans la maladie alcoolique. Donc ça a été compliqué pendant 7 ans. J'ai fait une dizaine de cures et de centres de désintoxication différents. J'ai fait 5 comas aussi, donc j'ai failli perdre la vie 5 fois à cause de l'alcool, d'une consommation trop excessive d'alcool. Donc voilà, ça a été 7 ans très difficiles pour moi, très difficiles pour mes proches. Mais voilà, aujourd'hui, je m'en suis sorti, ça fait maintenant... alors c'est plutôt ma maman qui compte les jours, mais je vais vous dire une date approximative. Ça fait un peu plus de 2 ans que je suis abstinent. Donc voilà, j'ai eu un déclic en fait. Ça a été un peu une accumulation de choses de par certaines cures et puis certains médecins qui m'ont bien guidé vers le bon chemin. Mais le déclic est venu en fait de mon dernier médecin que j'ai consulté et de ma dernière cure du coup à Gien dans le 45. Où là mon médecin, alors c'est un psychiatre addictologue, il a les 2 casquettes. M'a expliqué à moi et à mes proches que c'était une maladie, l'alcoolisme, et que ça se soignait. Voilà, il a pris beaucoup de temps pour nous expliquer tout ça et pour nous expliquer comment ça allait se passer. Donc il a pris 1 heure mes parents, lui et mes parents, 1 heure moi, et puis une autre heure tous les 4. Donc ça a rassuré énormément mes parents, moi aussi. Et c'est là qu'est venu le déclic. Et puis ce qui m'a aussi beaucoup aidé, c'est que mes parents, ils ont été là pendant ces 7 ans, ils ont été proches, ils m'ont accompagné en cure, ils m'ont soutenu comme ils pouvaient, mais ils ont été maladroits parfois, parce qu'ils connaissaient pas la maladie, ils savaient pas ce que c'était en fait. Donc ils ont essayé de faire des choses pour me sauver, pour me soutenir, mais des fois c'était par exemple m'engueuler si j'avais une rechute d'alcool ou fouiller dans mes affaires pour m'empêcher de boire. Voilà, des choses bienveillantes à la base, mais qui peuvent ne pas aider sur le moment le malade alcoolique.
mais ils pouvaient pas le savoir, ils n'étaient pas informés de comment faire pour aider la malade alcoolique dans tout ça. Donc voilà pour la petite histoire. Et puis je me suis dit, après ces 7 ans d'enfer, je me suis dit que je voulais pas qu'il y ait d'autres personnes qui subissent ça, quoi, parce que je le souhaite même pas à mon meilleur ennemi. Donc je me suis dit, je vais commencer à créer une association. Parce que j'étais membre, moi, à l'époque, du Lions Club de Chambord. Donc, on faisait des opérations pour aider les gens, hein, mais bon, c'était pas mon asso, c'était le Lions Club. Donc, je me suis dit, je vais commencer à faire une association locale, donc là où j'habite, dans le 41. Un peu comme Vivib ou comme les Alcooliques Anonymes. Par contre, nous, on n'a pas ce système d'étapes ou ce système un peu de croire en Dieu, etc. Il y a pas de connotation religieuse ni politique dans mon association. Voilà, moi je parle de mon vécu, et puis je laisse parole à tous ceux qui souhaitent participer à mes groupes de parole ou à mes vidéos, ou à mes posts sur les réseaux. Voilà, donc je ne me prône pas du tout médecin, je parle simplement de mon vécu. Je fais de la prévention avec les éléments que j'ai. Donc la plupart du temps, je prends des articles qui sont réels et qui sont valides. Voilà, donc voilà, donc pour l'histoire de l'association. Et puis après, je me suis dit, pourquoi pas créer un outil national, à visée nationale, et pourquoi pas même européenne, parce que je sais que elle pourra toucher peut-être la Belgique et la Suisse, parce que j'ai des partenaires dans l'appli qui sont là-bas. Et j'ai commencé à contacter un développeur d'application et puis à contacter des partenaires qui agissent dans le domaine de la santé mentale et plus particulièrement dans l'addiction à l'alcool. Donc voilà, c'est comme ça qu'est née un peu l'association et puis mon application mobile qui est désormais disponible. Ok. Alors du coup, on va revenir un peu sur ton parcours et comme ça on fera plus un focus sur l'association et l'application après. Ce qui m'intéresse, c'est donc toi tu dis que quand tu nous parles, tu nous racontes qu'en fait dans une famille l'alcool festif qu'on a tous, que l'alcool s'est installé petit à petit. Et tu dis qu'il y a une bascule, que t'as vraiment sombré dans la maladie. Donc c'était avec quel âge à peu près? Parce que tu dis que tu as commencé à 17 ans, dans les soirées étudiantes, etc. À quel âge tu te dis qu'il y a eu une rupture et qui a fait que vraiment ta consommation a été modifiée? C'était il y a à peu près 10 ans, donc à 27 ans. D'accord, ok. Et Ouais. en fait, de 17 ans à 27 ans, tu avais une consommation classique en fait. Oui, alors classique, mais quand même dans l'excès. Mais quand même dans l'excès. Mais t'arrivais Ouais. en fait à t'en détacher et à pas avoir une consommation, à pas tomber dans la maladie. C'est ça. J'étais pas tombé dans la maladie. Par contre, c'était devenu quand même omniprésent dans ma vie. Quand j'ai fait mes 5 ans d'études sur Paris, voilà, tous les soirs, je faisais un peu comme tous les Parisiens. Ouais. J'allais prendre l'apéro dans les bars ou chez les potes. Mais par contre, j'avais une consommation qui était quand même importante. Je buvais pas juste un verre de vin ou une bière, quoi. C'était un peu plus. Donc, Et je recherchais beaucoup l'effet, en fait. Je buvais pas forcément par plaisir. J'ai toujours recherché l'effet, moi, dans l'alcool. C'est donc déjà, à la base, je buvais pas pour les bonnes, pour les bonnes pour les, raisons. pour les Ouais. bonnes raisons, quoi. Ouais, le truc, ce qui est intéressant, c'est que c'est vrai on classe pas l'alcoolisme comme une maladie. Je suis d'accord avec toi. Parce que surtout quand on habite dans des régions festives, où on a l'habitude de grandes tablées, où l'alcool, c'est vraiment... ça fait partie de la convivialité, ça fait partie de tout ce qui va avec faire la fête en fait. Et du coup, toi, autour de toi, tu avais des gens qui avaient le même comportement que toi, qui t'ont alerté, qui t'ont dit waouh, tu bois quand même un peu beaucoup, ou pas du tout, parce que Non, pas du tout. pas du tout. Non, parce que je suis dans une famille, pour être transparent avec toi, qui consomme, c'est des bons vivants. Alors c'est l'excuse qu'on se donne, hein, mais ils sont pas dans la maladie, hein. Mais non, non, j'ai une famille de bons vivants, donc ils consomment beaucoup de vin quand il y a des réunions familiales et quand ils vont au restaurant, etc. Voilà, ils consomment un peu plus que la moyenne, mais ils sont pas dans la maladie, ils sont pas dans l'addiction.
Ils arrivent à gérer leur consommation et puis ils boivent pas, enfin en tout cas je pense, hein, ils boivent pas pour rechercher un effet d'ivresse ou un effet d'anxiolytique ou d'anesthésiant quoi. Moi je sais que mon papa il aime le bon vin. Quand on va au resto, il prend sa bouteille de Bordeaux par exemple pour Mm. accompagner sa viande rouge ou son fromage. Voilà, parfois il prend un petit digestif, un petit cognac pour savourer parce qu'il aime ça. Voilà, lui il boit vraiment parce qu'il aime ça et puis il recherche pas l'effet quoi. Ils s'en fichent de ça. Et puis de toute façon, il tient très bien parce qu'il a le physique d'un rugbyman. Il recherchait l'effet, faudrait qu'il se mette vraiment des litres et des litres d'alcool pour avoir l'effet quoi. Mais bon, je parle de mon papa parce que je connais bien ses consos et que je le vois souvent. Mais par contre, mes amis et mes connaissances, à une époque, quand on partait en vacances entre potes, on avait tous la même consommation à peu près, quoi. C'est-à-dire qu'avant d'aller en boîte de nuit, quand on partait en Espagne à Salou, on s'enfilait notre mélange de whisky Coca pour ma part, et puis mes potes, c'était de la mélange vodka Red Bull ou gin Schweppes, mais on buvait globalement la même quantité, quoi. Qui était déjà énorme. Mm. C'était une demi-bouteille par personne, quoi. Ok. Ouais, donc du coup, ça aide pas. Et ouais. Non, parce que on est tous pareils. Le truc, c'est que. euh, En fait, ce qui peut être choquant, c'est le regard de nouvelles personnes. C'est-à-dire, moi, il n'y a pas très longtemps, on avait fait une soirée et j'ai une de mes amies qui connaissait pas ce groupe d'amis. Elle me dit, mais putain, mais qu'est-ce qui picole tes potes? Et là, moi, je m'en rends pas compte parce que je suis, tu vois, dans ce truc-là depuis 20 ans avec mes potes et qu'on mesure pas. Mais toi, du coup, qu'est-ce qui a fait qu'un jour tu t'es dit, là, c'est trop, quoi? Ah, Là, ça a été, j'ai un problème. ça a été déjà mes proches qui se rendaient compte que je buvais en cachette, donc ils ont trouvé que que ça commençait à pas être normal. Je commençais à plus ressentir des effets positifs, c'est-à-dire que j'étais plus jovial, j'étais plus sociable, je dormais beaucoup, j'avais pris du poids, les problèmes de santé commençaient à venir, c'est-à-dire que j'ai commencé à faire de l'apnée du sommeil, à faire des hausses de tension, j'avais 18 de tension, des problèmes au cœur, des gamma GT extrêmement élevés, des problèmes au foie, il y a toute cette accumulation de choses, ça a alerté quand même mes parents parce que ils m'aiment et puis ils me côtoient souvent, donc ils se sont rendus compte qu'il y avait un souci quoi. Et puis je buvais vraiment beaucoup quoi. Ils voyaient bien mes poubelles dans ma chambre, enfin c'était rempli de 8-6 ou de bouteilles de whisky, et puis j'étais plus le même quoi. J'étais devenu quelqu'un d'autre. Hein. J'étais un zombie. Je dormais tout le temps. Enfin voilà, donc ils se sont posé la question. Voilà, je crois qu'il a un problème avec l'alcool. Donc c'est là où on a commencé à entamer des démarches de soins. Alors moi j'étais dans le déni complètement. Ouais, Moi c'est ce j'ai que j'allais te poser la question, quoi, parce que c'est quand même pas évident de dire à quelqu'un qui a une addiction de lui faire prendre conscience, parce qu'on sait pertinemment que quand tu as une addiction, si la personne n'a pas envie de se soigner, ça marche pas, quoi. Ah c'est mort, c'est mort. Après voilà j'étais dans le déni. Alors je suis quand même allé en centre. Hein. Il y en a qui ont fonctionné mieux que d'autres, mais bon pour la plupart pour le coup quand on reste en centre on y reste 3 mois donc on ne boit pas quoi. Mais bon moi dans certains centres je faisais des fugues et j'allais chercher de l'alcool donc c'était pas très bénéfique, mais bon, on a commencé à chercher de l'aide un peu à droite à gauche, mais c'est compliqué déjà. C'est pour ça que j'ai créé l'appli, hein, pour que tout soit résumé dans l'appli, pour qu'il y ait un accès facile à des professionnels de santé, à des centres, à des cures. Parce que nous, on a quand même un peu galéré. Hein. Moi, je suis à Blois, enfin à côté de Blois. On savait pas trop s'il fallait voir d'abord un médecin, s'il fallait d'abord aller voir un addictologue. Et d'ailleurs, on savait même pas ce que c'était un addictologue. Donc on savait pas vraiment ce qu'il fallait faire. Donc c'était un peu compliqué. Alors si on connaissait les alcooliques anonymes, quoi. Mais bon, pour ma part, moi, ça m'a pas franchement aidé les groupes de parole. Parce que je pense que j'étais pas prêt à l'époque à parler. J'y allais vraiment pour faire plaisir à mon entourage. Mais bon, je pense que ça sert, hein, ça c'est sûr que ça sert les groupes de parole en béquille aux soins d'addictologues et au soutien des proches et tout ça. Il y a un ensemble de choses qui font on peut s'en sortir, ça c'est sûr. Mais voilà, comment on s'en est rendu compte, c'est surtout mes proches, enfin mes parents, qui se sont rendus compte de ça, quoi. Après, ma famille extérieure, ils voyaient rien, ils ont absolument rien vu. Et puis mes potes et puis même les gens au boulot, enfin ils sont tombés des nues quoi. Parce que globalement, quand on est malade,
on n'a pas l'air sous, quoi. Mm. C'est-à-dire on marche quand même droit, on dit pas de grosses conneries, on n'est plus dans la jovialité. Donc c'est vrai on a du mal à voir le changement de comportement. Par contre, ce qui est sûr, c'est que il y a un moment donné où la maladie, elle est beaucoup trop présente. Donc c'est vrai qu'on dort beaucoup, comme je te l'ai dit tout à l'heure. On n'est plus très sociable, on sort plus beaucoup, on s'isole un peu, enfin beaucoup même. Donc c'est là où mes parents, vu que moi je vivais chez eux à l'époque, et ben ils se sont rendus compte qu'il y avait un souci, quoi. Et du coup, tu as fait 7 ans de cure en cumulé, en fait, tu disais. Pendant 7 ans, ouais, pendant 7 ans, j'ai fait une dizaine de cures. J'ai fait aussi des hôpitaux de jour. J'ai testé des hypnotiseurs, des magnétiseurs, des sophrologues. Enfin, j'ai testé, voilà, un peu tout qui pouvait sortir de l'addiction. Et il n'y a rien qui a fonctionné. Mais bon, après, je pense que ça a été une accumulation de choses, hein. C'est pas juste ma dernière cure et le dernier médecin que j'ai vu qui m'ont sauvé, mais ça a été le déclencheur. Et sans ce docteur Mehdi, à Gien, la clinique de Gien, je serais encore dans la maladie. Et à mes proches, bien sûr, grâce à mes proches. Parce que ce que tu disais par rapport au médecin, ce qui est chouette, c'est qu'il vous a reçu en 4 temps. C'est-à-dire chacun pour vous expliquer que c'était une maladie et pourquoi ça se passe, etc. Je pense aussi, on a un peu honte en fait. C'est un peu l'alcool quand tu es alcoolique. Moi, j'avais une collègue au boulot, une dame super, mais qui était alcoolique et à un stade assez avancé, mais qui avait un poste clé, tu vois. Mais il y a des fois où je me suis retrouvée en réunion avec elle, à puer l'alcool, quoi. Donc c'était 8h du mat, si tu veux. Personne ne dit rien. Tu vois, tout le monde sait qu'elle a un problème avec l'alcool, mais il y a rien qui est mis en place pour l'aider, tu vois, moi j'étais assez désœuvrée. Et surtout, je le qualifiais pas à l'époque comme une maladie, en fait. Pour moi, c'était un problème à régler. Enfin, c'était une addiction, c'était pas une maladie, en fait. Donc le fait de vous prendre, tu vois, séparément, je trouve ça super comme façon de faire. Parce qu'il n'y a pas de jugement, en fait, tu vois, par rapport à toi. Non, il n'y a pas eu de jugement. Et puis pour le coup, pendant ces 7 ans, j'en ai vu des addictologues, j'en ai vu des médecins dans les cures et puis en dehors des cures. Mais il n'y en a aucun, il y en a même un qui a dit, bah non, il n'est pas alcoolique. Donc, Ok. apparemment, il était complètement déboussolé, quoi. Mais en fait, il a fait 3 mois de cure et vous dites qu'il n'est pas alcoolique. Que c'est un problème qu'il est angoissé, qu'il est dépressif. Donc, tu vois, en fait, il y a des médecins, il y a plein de médecins qui sont pas formés. Il y a beaucoup de médecins, moi, qui m'ont dit, oui, arrêtez de boire, quoi. Avec un peu de volonté, ça va le faire. Ouais. Bah non, en fait, non, c'est une maladie qui agit sur le cerveau. Alors, pour que les gens comprennent mieux, la maladie, c'est un trouble, on appelle ça un trouble d'usage à l'alcool. C'est-à-dire que ça agit sur le cerveau, ça nous crée de la dopamine, c'est des hormones du plaisir, ça s'appelle, et c'est pour ça qu'on devient addict en fait. C'est comme un peu comme quand on fait beaucoup trop de sport ou quand on aime le sucre par exemple, on peut devenir addict au sucre ou on peut devenir addict au sport. Parce que ça crée de la dopamine et on devient dépendant. Le cerveau en a besoin et ça crée une alerte en fait. Donc c'est pour ça en fait moi que j'ai créé tout ça pour faire beaucoup de prévention. Parce que moi si j'avais été prévenu tôt, c'est-à-dire avant mon école de commerce ou avant mes études, que l'alcool, on pouvait tomber dans la maladie si déjà notre consommation elle n'était pas vouée à ce que ce soit parce qu'on aime ça et parce qu'on partage ça pour le plaisir et qu'on pouvait tomber dedans, que n'importe qui pouvait tomber dedans. Voilà, j'aurais peut-être fait attention à mes consos, j'aurais peut-être pris des traitements pour calmer mes angoisses et pour pas que l'alcool, ça devienne mon calmant. Enfin voilà, quoi. Si j'avais été prévenu et informé de tout ça, j'aurais fait attention, quoi. Après, on ne choisit pas d'être malade, donc c'est vrai qu'il y en a qui sont destinés, alors c'est horrible ce que je dis, hein, mais il y en a qui sont prédestinés, s'ils boivent trop, à devenir alcooliques. Mhm. Et puis on a d'autres qui peuvent boire excessivement, mais ils tomberont jamais dans la maladie. Par contre, ils auront peut-être un cancer du foie ou une cirrhose, mais la maladie alcoolique, ils l'auront pas, quoi. Donc c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui comprennent pas la maladie, qui disent avec un peu de volonté, avec un peu de combativité, ça peut le faire, mais non, c'est un suivi, il faut être entouré.
Parfois, il faut un traitement médical. Moi, j'en ai un encore aujourd'hui, hein. Donc ça dépend un peu de chacun, mais c'est vrai qu'il faut se soigner seul, c'est très 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 compliqué. Enfin, en tout cas moi seul, j'aurais pas pu m'en sortir. Sans mes parents et sans mon médecin addictologue Mehdi, j'aurais pas pu m'en sortir, ça c'est sûr. Ouais, tu vois, c'est ce qu'on retrouve un peu dans le parcours, moi, de toutes les personnes que j'ai pu podcaster pour l'instant. C'est malgré tout un discours qui peut être différent selon les personnes que tu rencontres. En fait, il faut vraiment tomber sur la bonne personne qui a été formée tout simplement parce que c'est pas grave si ton médecin traitant il est pas formé en fait si tu veux c'est pas un souci, c'est juste que lui doit te dire bah écoute c'est pas mon domaine de spécialité, moi il y a pas enfin c'est pas grave de le reconnaître en fait, c'est pas ton domaine de spécialité, t'es pas dictologue, t'as pas fait de formation pour, donc tu sais pas traiter, mais du coup toi t'étais un peu dans une errance médicale et du coup tu t'enfonces. Et ça, je trouve, c'est un peu le fil conducteur, moi, que j'ai pu trouver à chaque fois, jusqu'au jour où on tombe sur la bonne personne. Parce que toi, tu as envie de te battre, etc. Tu as eu de la chance. Déjà, t'avais déjà les premiers problèmes de santé. Tu as eu de la chance de ne pas avoir des graves problèmes de santé. Tu as eu de la chance tu vois, de ne pas avoir derrière des conséquences beaucoup plus graves que déjà cette maladie-là, quoi. Donc, Ah bah c'est sûr, bah, de toute façon, moi, mon psychiatre addictologue Mehdi me l'a dit clairement. Si vous aviez continué à boire, aujourd'hui vous seriez mort, hein. Moi, la dernière rechute que j'ai fait à consommer, il m'a dit, bah, il faudrait mieux que ce soit la dernière, quoi. Alors, quand je dis rechute, c'est parce que nous, les rechutes, ça fait partie du soin, du rétablissement. C'est-à-dire, on peut retoucher bah, en rebuvant une bière. Par contre, il faut stopper tout de suite. Il faut pas que ça dure. Parce que là, ça commence à devenir dangereux. d'accord. Moi, j'ai eu des écarts, des petits écarts pendant mon processus de rétablissement, mais que j'ai appris à gérer. C'est-à-dire, bah, voilà, j'avais, par exemple, à une compète de tennis pour fêter ma victoire, bah, voilà, j'avais reconsommé une bière, et ben, j'ai tout de suite stoppé, quoi, pour pas retomber dans la maladie. Parce que c'est une maladie qu'on a à vie, donc il faut toujours être hyper vigilant, même si on se sent bien. Moi, je sais que mon addictologue Mehdi, je le vois tous les mois, si ce n'est plus. Mais des fois, c'est même pas pour parler d'alcool ou de maladie, mais voilà, ça me rassure de l'avoir à mes côtés. Mm. Et puis moi, j'oublie pas que je suis malade. Tous les matins, je me lève et je me dis, bah, c'est un jour sans alcool, quoi. Et je suis content, je suis fier d'être sobre. Voilà, j'en parle beaucoup avec mes parents de ça, ça me rassure, ça les rassure. Mais voilà, moi, j'oublie pas que c'est une maladie que je vais traîner jusqu'à ma mort, quoi. Donc il faut être hyper vigilant. Et puis en plus, la plupart des gens qui sont dans cette maladie, c'est des gens qui sont hypersensibles, ou c'est des gens angoissés, ou c'est des gens hyper émotifs. Voilà, c'est pas des gens qui ont un cœur de pierre, quoi, si je puis dire. Mm. C'est des gens qui ont une grande sensibilité. Enfin, moi, en tout cas, toutes les personnes que j'ai connues dans les centres et autres, voilà, c'est des personnes la plupart, ils ont une hypersensibilité qui est là, quoi. À la base, ils sont assez fragiles. C'est pas une critique, hein. Moi, je sais que je suis fragile, émotionnellement, je suis fragile. C'est comme ça, c'est pas une part, hein. Je suis très sensible. Mm. Je tiens ça de ma maman. Voilà, ça peut être une qualité comme un défaut, mais voilà, je suis sensible. Et il y a beaucoup de gens qui sont dans cette maladie, bah, qui sont sensibles, et c'est pour ça qu'ils tombent plus facilement dans la maladie, parce que à un moment donné, bah, ils ont eu un échec professionnel, ou ils ont un échec sentimental, et ils savent pas comment faire pour gérer, et donc bah, ils trouvent comme solution un refuge dans l'alcool. Sauf que l'alcool, c'est une drogue, c'est comme la cocaïne, ou comme la nicotine, ou comme l'héroïne, et ben quand bah, c'est une drogue, du coup on en devient dépendant si on en consomme trop, quoi. Oui, c'est pas l'image qu'on en a en fait que l'alcool c'est une drogue, tu vois. C'est vrai que on se dit pas qu'on peut être dépendant de l'alcool en fait. Comme tu Ah, parlais du sucre, c'est pareil, on se dit pas qu'on peut être dépendant du sucre quoi. non, bah non, non, bah en plus dans l'alcool il y a du sucre, donc tu vois, il y a Oui, l'alcool et le sucre. ouais. Mais non, l'alcool, c'est une des pires drogues qui existent. Moi, je sais que dans les centres de cure, il n'y avait pas que des alcooliques, parce que j'ai fait des cures qui traitaient toutes les addictions. Mais l'alcool, ça fait partie des drogues les plus dures à arrêter, parce que on peut pas arrêter seul du jour au lendemain de ne plus boire d'alcool. Mm. On peut faire des déliriums, on peut faire des arrêts cardiaques, on peut faire des crises de manque. Moi, j'en ai fait, hein, tout ça. Enfin, pas des arrêts cardiaques, mais j'ai fait des déliriums. J'ai eu des crises de paranoïa, j'ai eu des crises de manque où j'étais complètement paniqué et tout. Donc
Parfois, j'ai fait des fugues des hôpitaux pour aller consommer de l'alcool, hein. J'ai eu des choses, j'étais plus moi, quoi. C'était incontrôlable. C'était des envies compulsives, impulsives de boire pour oublier ou pour compenser ce manque, quoi, ce craving. Non, non, l'alcool, ouais, il faut faire attention. Mais c'est vrai que c'est ancré dans notre société. Moi, je suis pas là pour empêcher les gens de boire, loin de là. Mais par contre, je suis là pour prévenir que c'est dangereux et que c'est une drogue malgré tout. Non, mais c'est important. Et du coup, par rapport à ton cercle d'amis, de copains, comment tu leur as dit que tu avais un problème, que tu avais une addiction, que tu avais cette maladie-là, en fait? J'ai mis du temps parce que j'avais honte. J'avais honte et puis c'est compliqué de se remettre en question aussi parce que c'est une remise en question pour se soigner. Faut réapprendre à vivre sans alcool. Il y a plein de choses que je faisais plus, etc. Et puis on prend un coup dans la tronche, quoi, en se disant qu'on est alcoolique parce dans notre société, alcoolique, ça fait un peu l'image du clochard ou enfin même dans les films, hein, tu vois bien, hein, Ouais, c'est clair. James Bond, il est alcoolique, mais on le dit pas, hein, parce que c'est James Bond et parce que c'est classe de boire de l'alcool. Par contre, le policier dépressif qui a perdu sa fille et qui a raté son enquête, quand il va au bar, eh ben, on le traite d'alcoolique, quoi, parce que c'est une mauvaise image. Donc c'est vrai que c'est une honte en fait d'être alcoolique. Alors moi j'avais honte, tu vois, je me disais putain, je suis un clochard, j'ai raté ma vie, je bois de la 8-6 en cachette. Donc j'avais honte en fait. Mais en fait, quand mon édictologue Mehdi m'a dit que c'était une maladie, que c'était comme être diabétique ou avoir un cancer, grosso modo, et ben, franchement, ça m'a fait un soulagement. Et puis petit à petit, bah, j'avais plus honte d'en parler. Mais mes proches, ils ont été quand même, enfin mes potes, mes amis et ma famille, franchement, ils ont été bienveillants, très bienveillants. Je sais que mes potes, dans les débuts, bah, voilà, ils buvaient pas de l'alcool devant moi, quoi. Ouais. Pas mes proches, mais enfin mes parents si, mais pas ma famille, pas mes cousins et pas mes oncles et tantes. Bon après je les vois pas souvent, mais en tout cas mes amis et mes parents, eux, au début, ils buvaient plus d'alcool devant moi, quoi. Donc ils ont été hyper bienveillants. Après moi je leur ai dit, moi en fait, il y a un moment ça me dérange plus, quoi. Vous pouvez boire devant moi, il y a plus aucun souci. C'est même moi là, tu vois, je suis parti à la Réunion faire le mariage de ma soeur jumelle. C'est moi qui ai servi l'apéro, tu vois, ça me dérange plus. Mais il y a eu un long processus avant que ça arrive à tout ça, quoi. J'ai été suivi par mon psychiatre, enfin par toujours le même Mehdi là, qui m'a aidé psychologiquement, qui m'a aidé à faire face à tout ça, quoi. Mais ça a été super long quand même. Franchement, je reviens de très très loin, hein. Est-ce qu'il y a des facteurs génétiques, il y a des facteurs qui peuvent te faire basculer dans la maladie, comme certains cancers, tu vois, le cancer du col de l'utérus? Ouais, alors après, comme je te dis, hein, je suis pas médecin, mais je me suis renseigné un peu. Il y a des traceurs, il y a des choses qui sont dans nous et qui font que telle ou telle personne, si elle consomme l'alcool, et ben ça trop d'alcool ou pas à bon escient, et ben elle peut tomber dans la maladie. Parce que moi, tu vois, j'avais grosso modo, quand on partait en vacances avec mes potes, on avait tous la même consommation. Sauf que sur mes 7 amis, il y en a deux, donc moi et un autre, qui sont tombés dans l'alcoolisme. D'accord, ok. Pourtant, on avait les mêmes consos, hein. Ouais, c'est ça. Il y en a un, il a vraiment mal fini. D'ailleurs, s'il écoute ce podcast, sache que je suis là pour toi, JP. Mais il y en a un, il a pas bien fini. Il a fait un mini infarctus. Ouais. Et il a eu le traitement et puis ça va pas, quoi. Enfin, il est mal en point. Ouais. Ouais, il n'arrive pas à s'en sortir, quoi. Il consomme plus d'alcool. Par contre, il a des traitements médicaux qui le shootent et qui l'empêchent de boire forcément. Mais il a plus de vie, quoi. Il a plus de boulot. Il vit plus, quoi. Il est sur son PC et puis il attend que ça se passe, quoi. Ouais, parce que du coup, cette maladie, c'est comme n'importe quelle maladie, petit à petit, ça te supprime tout ce qui te fait du bien, en fait, et tout ce vers quoi tu devrais aller. Deuxième partie, du coup, tu t'es dit, moi, j'ai pas eu les infos, et ça serait super que je puisse, que ces infos-là soient recensées quelque part. Donc déjà, tu vas revenir un peu, tu vas nous reparler de ton association, comment tu l'as créée, qui c'est qui la compose, etc., ce que vous faites. Et après, tu parleras, si t'es OK, de ton application, et on va parler un peu plus de ça. Ok. Du coup, dans l'association, je l'ai créée en septembre 2025.
Donc dans le conseil d'administration, il y a moi en tant que président, il y a une secrétaire, il y a un référent stratégique, ancien chef d'entreprise, donc pour tout ce qui est un peu stratégie de développement, monétisation, etc., etc. Et puis il y a un professionnel de santé, un docteur en pharmacie, voilà, pour tout ce ce qui touche un peu à la santé. Donc on est 4. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup d'adhérents. On est beaucoup sur les réseaux sociaux à suivre enfin, il y a beaucoup de gens qui suivent l'association Trop c'est trop. Beaucoup. Donc c'est assez actif sur les réseaux sociaux. Par contre, localement, c'est compliqué, mais ça, c'est pour toutes les associations qui sont liées à l'alcool. Hein. Les gens, comme je te dis, ils ont honte. Hein. Donc pour organiser des groupes de parole et tout, souvent, ça met du temps. Moi, je sais que là, j'en organise un le 27 mars à Mer, dans le 41. Donc j'ai une salle qui m'est prêtée par la mairie, mais voilà, pour l'instant, j'ai pas de retour, quoi. Donc vu que j'ai pas de retour en présentiel, je me suis dit je vais l'ouvrir en visio. Et là, par contre, j'ai eu un peu plus de retours. J'ai eu quelques personnes qui m'ont contacté pour participer à cette réunion en visio. Par contre, localement, c'est compliqué, quoi. Les gens, ils se disent, ils doivent connaître ma tête. Hein. Mer, c'est une ville de 6500 habitants, donc on se connaît un peu tous. Enfin, en tout cas, de visage. Et puis moi, j'ai été assez connu dans Mer parce que j'ai été journaliste 5 ans pour la ville. Donc j'ai fréquenté un peu le monde politique, le monde des associations, le monde sportif. Donc je connais un peu de monde. Donc bon, les gens peut-être qu'ils ont un peu honte de se dire on va aller voir Adrien pour parler de nos problèmes d'alcool, quoi. Et puis même tu vois, moi je suis en partenariat, je suis en relation avec deux associations dans le 41, donc à 20 minutes de chez moi. Donc Vie Libre Blois et puis l'association Radeau Entre Deux Eaux. Eux, dans leur groupe de parole, ils sont maxi une quinzaine, hein. Maxi. Donc tu vois, c'est compliqué. Et ça fait longtemps qu'ils existent, hein. Donc c'est compliqué de drainer du monde, mais bon, moi j'ai fait l'assaut vraiment pour, d'une part pour permettre des groupes de parole en présentiel, et puis maintenant je fais le visio. Et puis je vais organiser aussi des événements cette année, donc en cet été et puis en fin d'année, je vais organiser une convention. D'ailleurs, tu seras invité si j'ai les fonds pour le faire, parce que j'ai demandé des subventions, j'espère qu'elles seront acceptées. Mais je vais organiser une grosse convention à Mer pour qu'on parle de l'addiction et que chaque partenaire de l'appli qui souhaite participer parle de lui, de l'addiction, comment lui il la traite. Par exemple, un sophrologue, il va dire lui comment il traite l'addiction. Toi, si tu veux venir, et si surtout l'événement peut se faire, et si tu veux venir, tu parleras de ton appli et de ce qu'elle fait pour l'addiction. Ça peut être l'addiction à l'alcool comme l'addiction au sucre ou aux jeux vidéo. Hein. Voilà, donc je vais faire une convention sur ça, sur l'addiction, animée par moi et puis par un médecin et un addictologue, et puis il y aura des professionnels partenaires qui participeront aussi, ceux qui le souhaitent. Donc il y a ça qui est prévu, lié à l'association. Et puis je vais organiser cet été des journées de médiation animale. Parce que moi, les animaux, déjà, ça fait partie de ma vie et ça fait partie aussi de ma guérison. Parce que ma maman, quand j'étais malade, m'a acheté un chien pour que j'ai un but, en fait. Que je m'occupe de quelqu'un, parce que je savais plus m'occuper de moi. Je savais plus m'occuper de ma famille. Donc, elle m'a dit, un chien, vu qu'il aime les animaux, peut-être que ça va un peu lui redonner un peu goût à la vie. Et en effet, je m'en suis occupé de mon chien, quoi. Donc, je l'ai aimé, je lui ai fait des câlins, je l'ai nourri. Donc, ça m'a un peu sorti la tête de l'eau. Et puis ce chien-là, Malcolm, il est devenu mon outil anti-crise, anti-craving. C'est-à-dire que quand j'étais dans le processus de soins, j'avais encore des cravings, c'est-à-dire des envies soudaines de boire. Et j'allais voir mon chien, je le prenais dans mes bras, je le promenais dehors, et puis ça se calmait doucement. Donc voilà, donc là je vais organiser cet été avec en partenaire Belle Alice Association. C'est une association pour la cause animale. Alors c'est une grosse association, hein, ils sont dans le 41 aussi. Alors ils ont 200 animaux à leur actif, dans des prés différents, et ils ont sauvé partout en France des milliers d'animaux. Voilà, ils sont soutenus par Brigitte Bardot, par 30 millions d'amis et tout. Donc on va organiser ensemble une médiation animale avec des chevaux, des chèvres, des lapins. Voilà, donc pour les malades alcooliques.
Voilà, c'est ce que je vais organiser pour le moment. Donc avec l'association, on organise ces ces 3 événements, la convention, les groupes de parole et la médiation animale. C'est trop bien, la médiation animale, ouais, je trouve ça génial. Je trouve ça super de remplacer, ouais, c'est vachement bien de te dire que tu n'arrives pas à t'occuper de quelqu'un, donc tu peux t'occuper d'un animal et du coup... Ça, je l'ai appris en cure, en fait. Dans une des cures qui m'a beaucoup aidé, je vais la citer, comme ça pourra peut-être aider des gens. C'est le Courbat dans le 37. Le Courbat, c'est une cure extraordinaire. Tu fais du sport, du coup, tu fais de la médiation animale avec des chèvres et des moutons. Tu t'occupes des animaux. Enfin, c'est une cure où tu fais énormément de choses pour reprendre confiance en toi. T'as des activités, t'as un cadre dans la campagne extraordinaire, t'as des intervenants qui sont top, psychologues, profs de sport, profs de dessin, etc., etc. Et moi, tu vois, grâce à cette cure aussi, il faut que j'en parle quand même. Je suis sorti de cette cure et j'ai réussi à tenir sans traitement et sans suivi médical après la cure, 11 mois sans boire de l'alcool. Ah oui, purée, c'est Ouais. vachement bien. Moi, cette cure, j'y ai passé 3 mois, mais franchement, ça a été génial. Ça a été génial. Et par contre, je voulais faire une petite parenthèse. C'est pareil, moi, je me bats pour que à la sortie des cures, qu'on ait un suivi. Parce que moi, la plupart des cures que j'ai faites, j'avais pas de suivi après la cure, de suivi psychologique ou de suivi addictologique. Donc, j'étais obligé de moi, mais du coup, ça a été mes parents, mais pour les gens qui sont seuls, c'est eux qui doivent faire les démarches à trouver des addictologues et tout ça. Mais en fait, quand tu as passé 3 mois en cure, t'as passé 3 mois dans une bulle un peu, en dehors de la vraie vie, si je puis dire. Et quand tu retournes dans la vraie vie, c'est compliqué. Donc il faut vraiment être soutenu. Et moi, ce qui m'a sauvé, c'est ma dernière cure à Gien, et c'est le fait que l'addictologue, déjà, il est génial. Et en plus, il m'a dit, moi, je te lâcherai pas, Adrien, je vais te suivre après ta cure. Je te laisse pas tomber. Et puis en fait, ça a été cette accumulation de choses qu'on fait que je m'en suis sorti, parce qu'on a besoin d'un suivi psychologique. C'est important, c'est très important. Ouais, c'est aussi quelque chose dont on parle un peu plus. Maintenant, on accepte que les gens aillent voir des psys. On ne dit pas, oh, tu vois un psy. On accepte que les enfants voient des psys. Et c'est vrai que ça, c'était jusqu'à pas très très longtemps, il y a quelques années, c'était assez diabolisé. Donc oui, en fait, tout est une question de balance et de suivi. Et je suis d'accord avec toi, c'est vrai qu'on parle beaucoup de prévention, mais on ne parle pas de suivi. Et moi, je me souviens que ça m'avait à un tout autre registre, mais je m'étais déjà fait la réflexion. Tu vois, quand tu tombes enceinte, tu rentres dans un système où du premier examen chez ton gynécologue jusqu'à ton accouchement, en fait, tous les mois, tu as quelque chose. Donc, tu es accompagné tu vois, du début jusqu'à la fin. Et en fait, quand tu rentres chez toi, tu te retrouves seul. Tu rentres et ton compagnon ou ta compagne part. Et toi, tu es seul. Et on parle de l'instinct maternel, mais il y en a qui l'ont pas, en fait. C'est pas inné. C'est quelque chose qui se construit avec ton enfant. Et c'est pas grave, en fait. Mais tu peux vraiment... Moi, ça a duré... J'ai eu de la chance, ça a duré 15 jours. Mais pendant un jour, j'ai pleuré et je savais pas pourquoi. Je savais pas ce qui m'arrivait. Je savais pas ce qui se passait. En fait, c'était juste le baby blues, quoi. Tu vois, mais à une toute petite échelle. Et en fait, derrière, t'as pas de suivi. Et comme toi, j'étais obligée, moi, d'aller chercher des gens, de parler, de dire, mais en fait, tout va bien. Je suis jeune maman, je suis en bonne santé, ma fille va bien, qu'est-ce que j'ai, quoi. Et c'est vrai qu'en France, on n'a pas il n'y a pas de programme qui existe pour rien derrière de suivi. Et c'est pareil pour sortie de cancer, sortie de longue maladie, sortie de... Tu vois, tu rentres dans un process, mais dès que tu es expulsé du process, tu te débrouilles. Par contre, je sais pas si tu as vu le changement de discours. Il y a un médecin l'autre jour que j'avais vu parler à une émission et qui disait en fait ce que j'avais jamais entendu, peut-être que tu vas me dire si c'est vrai ou pas, qu'en fait dès le premier verre d'alcool, on peut en développer une addiction. Oui, et ce que je veux dire aussi, c'est pendant longtemps, on a dit que boire un verre de vin était bon pour la santé. En fait, non, c'est pas bon pour la santé. L'alcool, c'est de l'éthanol. Donc l'éthanol, tu sais ce que c'est. Hein, mais voilà, en fait, c'est à cause de toutes ces lobbies type Pernod Ricard et puis de l'État qui se cachent les yeux parce que ça leur rapporte des sous, mais ce qu'ils comprennent pas, c'est que ça coûte encore plus en hospitalisation. Parce que le nombre d'hospitalisations à cause de l'alcool, accidents de la route, conflits familiaux, violences, coma, ça coûte des millions. J'avais le chiffre, mais je l'ai plus. Mais voilà, Pernod Ricard, ça rapporte tellement
ou d'autres, hein, que l'État, en fait, ils veulent rien faire. Ils le font pour la cigarette, ils font de la prévention, ils font des vidéos, ils font plus de pubs pour la cigarette, mais pour l'alcool, il y a encore des pubs sur les réseaux et tout ça. Donc les jeunes, bah, ils associent ça à la fête, hein, enfin les jeunes ou même les moins jeunes. Quand ils mettent une belle bouteille Absolut de vodka avec un fond rose et puis avec une bouteille de Red Bull à côté, bah, ça fait festif, ça fait joli. Puis les bouteilles d'alcool, elles deviennent de plus en plus jolies. On dirait des bouteilles pour les enfants. Enfin c'est hallucinant, quoi. Mais bon, après, moi, je sais que je me suis pris de tête avec un viticulteur parce que bah, il pensait que je faisais de la pub contre lui. Mais en fait, non, pas du tout. Moi, je suis très content qu'ils vendent leur vin. C'est un très beau métier d'être viticulteur. Je veux juste faire de la prévention et dire que cette substance-là, comme une autre, si la cocaïne était légalisée, bah, je ferais de la prévention pour la cocaïne. Mais bon, moi, c'est l'alcool qui m'a touché, donc je fais de la prévention dans ce que je connais. Mais voilà, je fais de la prévention pour dire que bah, c'est pas anodin de l'alcool, c'est pas anodin. Il y a ces 49 000 morts par an de causes évitables de mort, contre 79 000 pour la cigarette. Donc voilà, c'est pas rien. 49 000 morts, c'est une ville. Hein. Moi, Blois, il y a 40 000 habitants à Blois. Donc il y a une ville tous les ans qui est rasée, quoi, par l'alcool. Donc moi, je peux pas, ayant vécu ça, je peux pas ne pas faire de prévention ou ne pas. Bah voilà, je suis quelqu'un qui aime transmettre et puis qui aime aider. Donc voilà, moi, c'est pour ça que j'ai créé tout ça. Et donc, du coup, après, toi, tu as décliné et tu as créé ton appli. Donc, vas-y, parle-nous un peu de ton application. Donc, tu as créé ton appli pourquoi au départ? Alors, bah, au départ et même maintenant, c'était pour permettre aux gens d'avoir un accès simple où tout est réuni dans un même outil. Voilà, que ce soit des numéros de professionnels ou de centres, des adresses, des thérapeutes. Voilà, que tout soit globalisé dans un outil simple, accessible gratuitement et à visée nationale. C'est-à-dire que le mec qui est à Bordeaux et qui sait pas qui contacter à Bordeaux, eh ben, il va dans l'appli, il va dans l'onglet Je cherche un professionnel près de chez moi, et puis il va trouver un Xapa ou un addictologue ou un numéro à qui appeler. Voilà, déjà offrir ça. Et puis aussi offrir des partenaires et des thérapeutes qui sont dans l'appli qui proposent, eux, via soit des prises de rendez-vous, soit leur mail, soit leur téléphone portable, des soins pour traiter l'addiction. Alors il y en a, c'est pas des médecins, donc ils traitent l'addiction d'une certaine manière. Voilà, chaque malade aura un parcours de rétablissement différent parce qu'on a tous la même maladie alcoolique, c'est la même chose. Pour chacun, on a les mêmes réflexes, les mêmes mauvaises habitudes, etc., les mêmes comportements. On se cache pour boire, on est dans le déni, on a honte. Enfin voilà, on est tous pareils. Enfin, globalement, moi, c'est ce que j'ai ressenti quand j'ai fréquenté les gens en centre ou à l'extérieur qui étaient malades comme moi. Par contre, le processus de rétablissement, il est différent. Bah, il est différent pour tout le monde parce on a tous un environnement social et professionnel différent. On a tous des sentiments différents. Voilà, on est tous différents en fait. Face à la maladie, la maladie, elle nous touche pareil entre guillemets. Par contre, on tombe pas pareil dans la maladie. Chacun tombe de manière différente dans la maladie. Et puis chacun va se rétablir d'une manière différente. Il y en a, ça va être aller à des groupes de parole. Il y en a, ça va être un traitement médical plus un suivi addictologique. Il y en a, ça va être les trois. Voilà, tout le monde est différent. Moi, je l'ai vécu de plein fouet parce que j'ai fréquenté beaucoup de malades alcooliques. Donc, j'ai vu pour ceux qui sont sortis comment ils avaient fait. Donc, c'est pour ça que je peux en parler et c'est pour ça que l'appli, je l'ai créée avec mon vécu, mon expérience, mais aussi avec l'expérience des autres. Pour qu'elle soit la plus complète possible et qu'elle puisse aider le maximum de gens, quoi. Elle a vraiment pour vocation d'aider. Après voilà, donc il y a la rubrique professionnelle de santé où là c'est plus des professionnels de santé type addictologue et puis il y a aussi un partenaire hyper important et je les salue. Et Oscar, c'est en fait une plateforme, une application de téléconsultation en ligne mais d'addictologue. Donc eux, ils proposent un suivi addictologique après la cure. Donc ce que je te disais, qui est hyper important. Eux ont créé ça, donc c'est génial. C'est génial parce que on s'inscrit à l'appli. Alors je crois qu'il y a des conditions quand même à respecter, hein, parce que sinon tout le monde pourrait y aller.
même les gens pas malades, mais il y a des conditions à respecter, je sais plus c'est lesquelles exactement, mais voilà, en tout cas, elle est disponible. Et on a du coup un addictologue qui nous suit pendant un certain temps, et c'est toujours le même, c'est un addictologue référent. Donc eux, ils sont partenaires de l'appli, ils sont dans la rubrique professionnels de santé, et Oscar il s'appelle. Et donc voilà, il y a la rubrique professionnelle de santé, il y a la rubrique santé et bien-être où là, il y a des gens dans le bien-être, il y a des gens type sophrologue, magnétiseur, etc. Il y a un peu de tout, il y a des anciens malades qui témoignent. Il y aura ton appli aussi du coup dedans. Et puis donc voilà, donc tout cela, il parle des addictions, il parle. Ils sont pas aussi tous centrés sur l'addiction parce qu'il y a par exemple il y a une nutritionniste, elle est nutritionniste donc elle gère les problèmes de poids. Mais par contre elle gère aussi les problèmes que l'alcool fait par rapport à la nutrition, c'est-à-dire la prise de poids ou la perte de poids parce que des fois on se nourrit que de liquide. Donc voilà, la nutritionniste, donc elle fait ça aussi. Donc tous les thérapeutes et les soignants dans l'appli, ils n'ont pas un métier qui est totalement lié à 100% à l'addiction. Ils ont une branche de leur activité qui rétablit et qui aide aux gens à se sortir de l'addiction. Mais après voilà, si c'est, il y en a, ils soignent toutes les addictions, hein. Donc les gens ils cherchent, ils vont dans l'appli, ils cherchent le professionnel ou le thérapeute qui semble le plus pertinent à ce qu'ils recherchent. Et puis après ils ont tous leurs coordonnées sur l'appli quoi. Donc voilà, il y a ces deux rubriques qui sont vouées à être développées parce que les partenaires, j'en rechercherai toujours. Mais en tout cas, elles sont bien complètes là, à l'heure actuelle. Et après, il y a deux dernières rubriques. La rubrique bar zéro alcool, où là, il y a des distributeurs de boissons sans alcool qui sont dans l'appli. Alors, l'application n'a pas vocation pour vendre, parce que moi, je ne fais pas ça pour le commerce, enfin, en tout cas, pas cette application. Je veux qu'elle soit gratuite. Par contre, voilà, on clique sur un des distributeurs sans alcool. On a accès à son site à lui. Et là, on peut acheter des boissons sans alcool que le distributeur propose. Sachant, voilà, pour être transparent, moi je suis pas commissionné sur ces ventes. Voilà, pour moi l'appli, voilà, c'est vraiment dans le but d'aider gratuitement. Donc je mets en avant des partenaires gratuitement. Après, par contre, les partenaires, eux, font payer ou pas d'ailleurs leurs prestations. Mais la plupart font payer leurs soins, ce qui est normal, hein, tout travail mérite salaire. Moi, je vais me rémunérer d'une autre manière que l'application, c'est prévu. Mais voilà, j'ai souhaité que l'application soit gratuite. Voilà, donc ça c'est la troisième rubrique. Et la dernière rubrique, qui n'a pas vocation forcément à soigner, mais à s'évader, c'est la rubrique Art et Renaissance. Parce que moi je fais partie d'une famille d'artistes, donc je suis assez sensible à ça. Où là il y a des artistes qui peuvent poster leurs œuvres, enfin, une œuvre qui est liée à l'addiction, mais pas l'addiction côté maladie, côté plutôt l'addiction côté renaissance, côté guérison, côté combat, côté rétablissement. Voilà, donc ça peut être, je sais qu'il y en a un qui m'a fait un phénix, par exemple, signe de renaissance. Il y en a un autre qui m'a fait un petit bonhomme qui tape sur une bière. Voilà, donc chaque artiste, connu ou pas connu, d'ailleurs, je m'en fiche, tant qu'il fait ça dans la bienveillance et qu'il a une œuvre qui concerne ça, il a sa place dans l'appli. Voilà. Non, mais c'est super. Mais de toute façon, l'appli, je la mettrai, quand on va sortir le podcast, je mettrai tout sur les réseaux. De toute manière, je referai un lien pour que les gens aillent voir et ton asso et l'application. Merci beaucoup. Je ferai de même pour ton appli. Mais non, mais moi je trouve que ton témoignage il est très impactant dans le sens où on revient sur des choses dont on parle finalement peu, tu vois. Enfin, l'alcool c'est quand même encore quelque chose chez nous dont on parle pas et je trouve que c'est bien que tu aies ce discours-là. Je trouve que c'est super qu'on puisse avoir enfin un outil où on puisse aller dessus et tu vois et rechercher des personnes qui vont vraiment nous aider à notre écoute et plein de choses vous irez voir sur l'application, les challenges. Enfin moi je trouve que c'est vachement bien quand ça dépend comment tu es. Moi je suis pas mal d'objectifs, donc je sais que si j'avais cette addiction là d'avoir un tableau où je peux dire encore un jour j'ai pas bu, ça me ferait plaisir quoi, parce que je suis très comme ça, mais
Mais vous irez voir, l'appli est vraiment très très bien faite, elle est vraiment super. Je trouve, t'as vraiment fait quelque chose de très sympa. Donc voilà, on va conclure. Qu'est-ce que tu voudrais rajouter en mot de fin, en message Eh ben, moi, je vais dire un message d'espoir et puis aussi de soutien pour toutes les personnes qui sont touchées par la maladie, même s'ils sont pas encore au courant, mais qui sentent qu'il y a quelque chose qui va pas. Il faut en parler, il faut pas avoir honte. Voilà, c'est une maladie, ça se soigne. Donc, il faut en parler à des proches, à des médecins, sur les réseaux, si vous avez honte d'en parler à vos proches. Allez dans des groupes de parole, enfin voilà, ou allez télécharger mon appli par exemple. Mais voilà, n'ayez pas honte, c'est pas une honte. Et puis c'est en parlant que le déclic peut commencer et que notre naissance peut commencer. Enfin, en tout cas pour moi, c'est ce qui s'est passé. Et si moi j'ai réussi, je pense que beaucoup de personnes peuvent le faire parce que je suis pas un dieu, je suis pas un surhomme, je suis un mec plutôt moyen, comme dirait Orelsan. Mais vous voyez, Orelsan, c'est un mec plutôt moyen, mais il fait de grandes choses. Et voilà, donc n'hésitez pas, parlez-en. Ouais, la communication, c'est ce qu'il y a de mieux. Pour s'en sortir, il faut parler, il faut pas hésiter. Merci beaucoup, Adrien. Merci, Diane. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Mais vous pouvez toujours nous retrouver sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, LinkedIn et TikTok, sous le nom de MediChat, l'application. À très bientôt.